Bonjour. Eh bien, en fait, pendant que j'étais en train de finaliser là, le podcast, les analyses pour le prochain event à l'Apex, les Mets contre Murphy, je vois que en fait, l'UFC Mexico avait commencé. J'étais complètement à l'ouest au niveau des horaires. Je pensais que ça allait commencer vers 11h minuit. En fait, non, 9h c'était parti. Je dis, bon, ok, d'accord, bah, profitons-en, on va regarder ça. Alors, je vais faire un petit récap là, des prélims que j'ai pu voir. Hubbard contre Medeiros, ça commence comme ça. Alors, ça commence exactement comme prévu, hein, d'un côté, c'est-à-dire qu'Hubbard est vraiment, on le voit, hein, il est bon partout, mais il est excellent nulle part. Donc après, voilà, on sait que ça va être un combattant constant. Donc sur sa prestation, il n'y a pas grand-chose à signaler. On voit, alors ce qui est bizarre, c'est que c'est ce deuxième round, hein, où il se met en sac à dos, en monkey dans le dos de Medeiros. Il passe 4 minutes dans le dos sans trouver quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver un étranglement arrière ni rien. Voilà, c'est là où on voit qu'effectivement, oui, il est bon, mais voilà, il y a des choses qui vont pas, notamment voilà, sur le fait qu'il ne trouve rien en fait, quand il a l'initiative de quelque chose, et encore, quand je parle d'initiative, là où c'est un peu intéressant, c'est ses frappes, hein, ses crochets, en fait, il faut envoyer 2 frappes, mais de manière désynchronisée, et ça j'aime bien, ça perturbe beaucoup, hein, généralement la défense, hein, de l'adversaire, quand les combattants font ça. C'est très intéressant. Après, ouais, des entrées maladroites. Ouais, c'était pas folichon, il trouve pas grand chose. On voit qu'à la fin, forcément, troisième round, et ça, on va le voir pendant toute la soirée. C'est l'altitude, hein, les combattants sont pas vraiment à leur meilleur. C'est dommage. Mais bon, voilà, de son côté, Medeiros, voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que Medeiros, on le sait, dans la preview, je l'avais dit, des attentes, savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à l'UFC. Est-ce qu'on va le considérer comme un prospect sérieux? Non, Medeiros, là, qui est arrivé sur 7 victoires consécutives, hein, là-dessus. Il va encore enchaîner une victoire, et là, je trouve que bon, la décision, elle est juste. Hein, il emporte à la décision. Le premier round était disputé. On sait qu'Hubbard remporte le deuxième, mais non, le troisième round était disputé, pardon. Medeiros remporte le premier. Très actif, il envoie de bonnes choses, hein, on le voit au niveau debout, de son striking, notamment ce crochet du droit, et après on le verra plus tard, ce sera un crochet du gauche, mais ce crochet là en contre, même pas forcément en contre, mais vraiment dès qu'il est au contact, il est très lourd, il fait très mal ce crochet. Après il envoie des frappes retournées complètement au pif, bon ça c'est pas top. Mais voilà, donc il perd, donc du coup, donc il remporte le premier round, il perd le deuxième round, comme je l'ai dit, par rapport à la tentative d'Hubbard dans son dos. Ce qui était très intéressant d'ailleurs, c'est que Hubbard monte dans son dos. Au niveau de la cage, ils sont près du coin de Hubbard. Et à partir de là, Medeiros se relève. Et il va trimballer il va trimballer Hubbard en sac à dos jusqu'à l'autre, à l'opposé de la cage, pour se poser dans son coin. On a déjà vu des combattants faire ça, ça serait assez rigolo. Comme ça, il peut avoir tous les conseils de son coin. Mais quand même, pendant tout le round, il n'a pas réussi à sortir Hubbard de son dos. C'est vraiment à la dernière minute, vraiment à la toute fin qu'il a réussi. Ça a mis 4 minutes pour faire ça. C'est là où c'est laborieux, je vais y revenir. Et troisième round plutôt plus serré. Hein. On sentait que des deux côtés, ça commençait à fatiguer. Il perdait, hein, vraiment en défense, hein, au niveau du troisième round. Medeiros, on a vu quand même des bonnes choses, hein, au niveau de ses coudes et de ses genoux aussi, donc ça c'est bien d'agrémenter dans son arsenal. Pas à l'aise quand il a acculé, Medeiros. Mais voilà, donc certes la décision a été huée par le public, moi je trouve qu'elle est juste, mais je comprendrais si c'était parti du côté du Hubbard, mais bon, c'était serré troisième round. On voit qu'il y a un problème donc avec l'altitude, avec son cardio, Medeiros, mais là où il y a les grosses lacunes, ça va être au niveau de la lutte. Là, la lutte, va falloir travailler là-dessus s'il veut être pris au sérieux à l'UFC, dans l'organisation. Et voilà, j'attends qu'il fasse ses preuves. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi sonner l'alarme sur le prospect. On passe à Emmers contre Miranda. Voilà, un des combats, il y a 3 combats comme ça, on s'attendait à des choses bien claires, bien nettes. C'est-à-dire le cogneur qui va envoyer un bon KO au premier round. On a eu le cas avec Torres, on a eu le cas donc là avec Emmers. On le verra plus tard, ça a été le cas aussi avec Gauthier contre Medina. Alors bien sûr, chacun avec une adversité différente, dans un style différent. Mais voilà. Bah ça a commencé, pour elle, c'était vraiment, il n'y a rien à dire, c'était comme prévu, quoi. Ce qu'il y a de particulier dans ce combat, c'est que Miranda... Ouais, ça va s'attendre. Forcément, son schéma, c'est qu'il lutte, qu'il amène au sol et qu'il cherche la soumission. C'est ce qui s'est passé dès le début. Sauf que, alors, cette espèce d'arm triangle inversé, bon, c'était pas bien engagé, voilà, c'était vraiment juste comme ça pour faire une menace. Après, voir comment ça allait se dérouler sur la défense de Emmers
pour que lui, Miranda, en fait, après, fasse des transitions et aille le maintenir au sol et le soumettre. Ça aurait pu durer, finalement, non, Miranda lâche, Emers se lève, et on voit tout de suite debout, effectivement, Emers qui se lâche. L'écart est forcément là debout, on le sait, Miranda c'est pas non plus excellent. Miranda qui perd encore par KO, on voit donc qu'il a plus de menton, on le voit, il se prend des patates de Emers et il titube, et il cherche quand même quelque chose à lutter, continuer, mais sentait que déjà, à force de se faire connecter, il perdait pied. Et du coup, voilà, 3e défaite par KO à l'UFC sur 4 combats. Ça va être vraiment, je pense, impossible pour lui de rester. Donc voilà, Emers de son côté, bon bah énorme, hein, ses crochets, ses grosses patates, il envoie, il fait très mal. Sur une bonne défense, hein, c'est-à-dire qu'un combattant qui est debout, qui a une bonne défense, pourrait gérer Emers, tant au niveau des esquives, tant au niveau des déplacements, et aussi pour l'empêcher de rentrer. Emers, en plus, j'ai trouvé statique, mais comme jamais. Il rentre des fois donc des longues combinaisons. Là aussi, je pense que ça peut être évité, esquivé, contré, il peut y avoir quelque chose bloqué. Il a un bon overhand, sinon Emers. Par contre, voilà, problème de fight IQ. Pourquoi à un moment il va clinch Miranda alors qu'il est à l'aise debout? Oui, il le clinch et tout de suite quand il le relâche, il envoie une grosse patate. Donc oui, là-dessus, c'était plutôt intelligent. Mais c'est vrai que chercher le clinch contre Miranda quand on a vraiment un gros avantage debout et un désavantage en lutte et au sol, c'était pas forcément la meilleure idée. Mais bon, ça a payé. Il a tous les honneurs. Je pense qu'effectivement, on va suivre ses prochains combats, voir comment ça se développe et surtout voir quel adversaire ils vont lui mettre en face. Ça va être intéressant. On a eu ensuite Rafa Garcia contre Pichel. Voilà, c'est là où c'est assez compliqué. Hein. Garcia qui serait entre guillemets dans son prime à 30 ans, là où Pichel a 42 ans. Pichel qui fait une entrée survoltée. Rafa Garcia qui fait une entrée déterminée. Hein. Il est à domicile. Premier combattant mexicain d'ailleurs, je crois, de la carte. Qui faisait son entrée. Des limites, hein, limites des deux côtés. Pichel, il accuse son âge, mais on voit que vraiment il a envie de tout donner, du début à la fin. Un peu peur hein, de Garcia qui bouge beaucoup, vraiment beaucoup de mouvements dans la cage, mouvements de tête, mouvements d'épaule. C'est difficile, je pense, pour Pichel en face de trouver une cible. Il le trouve quand même. Il travaille surtout sur ses low kicks. Ça, c'était très, très bien, très intéressant. Garcia qui va travailler un peu sur les body shots, ses crochets en contre très solides, les overhands très solides. Mais quand il va se tenter de rentrer vraiment à la charge, on le voit au deuxième round déjà, c'était lent, on voyait qu'il y avait quelque chose de fatigué, c'était bof hein, au niveau vraiment de ce qu'il a envoyé. Même, hein, il rentre pour envoyer des crochets, c'est maladroit. On voyait qu'il manquait de solutions. On voit qu'il arrive très bien aussi par contre, ça c'est bien. Donc, je disais, hein, les body shots frappés au corps, hein, que ce soit seul ou en combinaison. Il commençait à envoyer de très bons jabs hein, dès le deuxième round. Et il punissait hein, les ratages hein, de Pichel, hein, c'était bien. Ça lui permet aussi d'avoir un round très serré au troisième round. Mais on voyait que la fatigue était là. Mais bon, quand il a tenté une lutte, une partie en lutte, ça n'amenait à rien. Pichel, de son côté, ouais, toujours là. Hein, il mettait ce qu'il fallait. Mais voilà, donc beaucoup de travail sur les kicks, ça permettait de bien scorer. Il a envoyé aussi tous les deux quand ils se sont retrouvés à box range, hein, c'était vraiment une bonne bataille au deuxième, troisième round. Mais pareil, on voyait qu'il fatiguait à la fin du deuxième round. On l'a vu envoyer des bons genoux en rupture, lui aussi des bons jabs. On voyait que il rajoutait ce kick en fin de combinaison aussi, qui était très, très bien, très intelligent. Il switchait beaucoup. J'ai pas compris, Pichel, pourquoi il switchait autant sans vraiment... En fait, je pense que c'était pour éviter à Garcia d'anticiper ses déplacements parce que il partait un petit peu vers sa gauche, il switchait et en même temps il partait dans l'autre direction. Donc c'est vraiment des choses comme ça qu'il faisait Pichel, lui, à sa mesure pour éviter d'être une cible. Et c'était pas mal. Des bonnes feintes aussi de son côté. Des bons push kicks. Vraiment, il a montré de bonnes choses. Hein, je disais, les genoux, les coudes. Travailler sur beaucoup de choses. Il perd, à mon avis, sur ce troisième round, quand il se fait bêtement amener au sol à la fin du troisième round. Si vraiment il n'y avait pas ça et qu'il avait continué à partir sur une guerre, hein, comme son coin le conseillait, voilà, donne tout, donne du rythme, les angles, envoie les coudes, hein, ça il a fait, il a bien écouté son coin.
Il aurait pu remporter ce 3e round. Pour moi, il le perd. Donc, décision logique pour Garcia, même si, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Ça aurait pu être du côté de Pichel aussi. Le combat par la décision, on l'avait prédit. On part sur le combat féminin Godinez contre Polastri. Donc, Polastri qui tentait là de rentrer, parce que Godinez est 11e. On savait pas à quoi s'attendre de la part de Godinez, on l'a dit sur la preview. Est-ce qu'on va avoir une bonne version de Godinez ou est-ce qu'on va avoir une version complètement à l'ouest par rapport à son combat, par rapport à ses décisions stratégiques et tout? Ben, c'était moyen. C'était vraiment très moyen. Polastri, bien évidemment, était là pour climatiser la salle. On sentait que dès le départ, quand elle rentre, le public forcément mexicain, qui était bon public, je trouve vraiment là il était présent, on l'entendait. Très bon public à Mexico. Et Godinez, alors par contre, ouais, je sais pas bon, c'est le public en général, c'est vrai que il y a des phases où il y a des phases de grappe, ils ont tendance à huer, ou même quand il se passe pas grand chose, mais pourtant, bon, il y a du travail des deux côtés. Là, donc, Godinez contre Polastri. Bon, Godinez, bah, ça partait bien. Elle cadrait bien Polastri qui avait pas de réponse, là-dessus. J'ai l'impression que Polastri mettait du temps à rentrer dans le combat, a raté pas mal de frappes. On l'a vu pendant tout le combat, très mauvaise défense de takedown. Et c'est marrant de voir Godinez, qui, en frappant Polastri, en cherchant des choses, trouvait pas forcément ce qu'elle voulait. Du coup, elle partait sur la lutte. Grand bien lui en a pris. Mais le problème, c'est que ça menait à rien. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'elle va partir en lutte et en grappling, au sol, tout ça, chercher, c'est vraiment les transitions, elle trouvait rien au sol. Donc elle s'est résignée à un moment à se dire, bon, je vais envoyer du ground and pound, petit à petit, mais bon, elle donnait du coup de l'espace, et Polastri avait un très bon scramble, vraiment une bonne défense au sol, avec des frappes très intéressantes. Deuxième round, on a un peu plus ou moins une redite. Polastri qui était à mauvaise distance de frappe, qui envoie de très bons leg kicks, ça par contre c'est sûr. Ces leg kicks sont encore un peu à l'ouest, ouais, ça tape dans la garde, c'est bon, mais ça tape dans la garde aussi. Bon, voyez de bons jabs, ce qui commençait à un peu bien ennuyer Godinez, qui repartait donc du coup en clinch offensif contre la cage. Elle envoyait quand même de bons overhand. Ce qui était intéressant de voir là, c'était ce contre très vif de sa gauche, que ce soit en check hook, ou même elle envoyait le coude, en fait, son coup de gauche en même temps. Elle savait qu'elle avait travaillé sur quelque chose de sale. Sauf qu'au 3e round, alors le coin de Polastri lui dit, bon là il faut un KO, tu perds les 2 premiers rounds. Et le coin de Godinez lui dit, bon là il faut être intelligente. T'as 2 rounds déjà pour toi, fais pas de bêtises. Et justement c'est marrant de se dire, c'est la question qu'on se posait avant le combat. Alors c'est parti, Polastri qui envoie des gros leg kicks, des coudes au contact. Longue combinaison qui connecte, longue combinaison shiftée. Je pense que Godinez s'attendait pas à ça. Elle rate ses double leg Godinez sur ce round. On sentait, voilà, encore une fois, qu'il y a une fatigue. Mais elle a quand même des bons genoux en rupture, des bons overhand toujours là. Toujours, alors c'est marrant, elle envoie cet overhand. Et dans son geste pour l'accompagner au moment où elle repart de l'autre côté, elle envoie ce très bon crochet du gauche que je trouvais toujours bien placé, bien intelligent. Ça, c'était bien. Des coups, de tout ça. Bon, elle perd en défense debout, en striking. Et là, du coup, on a une Polastri, je sais pas comment dire en français, mais qui est coquille as fuck. Elle arrive, elle tient tête à Godinez et ça part en bagarre. Ça part en dirty dogfight. On est toutes les deux en eau trouble, et encore que Polastri, j'ai l'impression qu'elle gérait beaucoup mieux son cardio, elle avait l'air beaucoup plus en forme au 3e round. Et c'est parti, ça se tape. Très rigolo de voir ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça sur les combats, des combattantes à qui on voit ça, un dogfight 3e round, c'est vraiment une guerre. Très très bien. Godinez, du coup, effectivement, on voit encore une fois qu'il n'y a pas... Là, c'est une combattante en face qui était moins bien classée qu'elle. Elle l'emporte à la décision, ce qu'on avait prévu, ce qui était prévu. Le truc, c'est qu'effectivement, elle est dans le top 10 et elle va rester dans le top 10. On voit que c'est du calibre du top 10 de la catégorie strawweight. Pas de quoi briller et aller chercher un top 5. On reste sur du niveau de Tabata Ricci, Mackenzie Dern, ce genre de choses, où c'est très bon, c'est du bon top 10, mais c'est pas de quoi aller plus haut. Donc voilà, et Polastri, de son côté, elle montre des bonnes choses.
C'est une personnalité un peu provocatrice, donc je pense qu'elle sera bien aimée quand même de l'UFC. Maintenant, il faut qu'elle ait des résultats. Je la vois bien affronter un top 15, top 20 pour le prochain combat et faire une bonne prestation. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? On est où, la quatrième, cinquième combat très attendu, effectivement, ce Costa contre Rodriguez. Je vous l'avais dit, c'est des prospects très sérieux dans la catégorie. Rodriguez qui montait en featherweight déjà, donc Costa qui était là, Costa qui venait juste de combattre il y a un mois, Rodriguez c'était en début d'année. Donc on se demandait si Costa allait avoir le temps de se préparer à affronter quelqu'un comme Rodriguez. On va voir si Rodriguez du coup arrive à battre autre chose et à prendre les zéros des nouvelles recrues à l'UFC. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'il fait, sauf que quand les adversaires sont déjà installés à l'UFC, il perd, on l'a vu contre Rosa. À voir contre Costa ce que ça va donner, donc là c'était une collision, parce que c'était deux prospects très sérieux, que j'aurais bien vu après une bonne prestation, deux bonnes prestations cette année, finir dans un an dans le top 15. Et la déception quoi, la déception des deux côtés, je pense que c'était trop tôt pour les deux pour combattre. Alors Rodriguez c'est un truc particulier, donc déjà il arrive avec le drapeau mexicain parce qu'il est d'origine mexicaine, mais Rodriguez vit à Chicago, il est né à Chicago, et on le voyait ému à son entrée, très ému. Alors Costa lui de ton côté il faisait encore le foufou avec son masque un peu toujours peinture sur le visage, et Rodriguez ému. Alors selon les commentateurs anglais, c'était lié au fait qu'il y a une histoire tragique sur sa famille qui aurait dû quitter le Mexique, et là ça a été ému de pouvoir revenir dans son pays, dont sa famille est originaire. Je ne sais pas, j'ai pas tous les dessous de l'histoire, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas c'est vrai que du coup, même au niveau de son physique, de son mental, de tout ça, j'ai eu des gros doutes à le voir entrer comme ça. Je me suis dit, oulala, on va pas forcément avoir le meilleur du Rodriguez. Et Costa qui a un mois pour se préparer, je pense que c'était un peu trop court. Et oui, ça s'est ressenti. Les deux ont été bien en deçà des attentes. J'ai pas vraiment à m'attarder, c'était décevant des deux côtés. La décision, je la trouve juste, effectivement. Le premier round est serré. Le deuxième part pour Costa, le troisième pour Rodriguez selon moi. Costa qui était plus là au troisième round, ça par contre on l'a bien vu. Alors je sais pas si c'est l'attitude, le manque de préparation ou quoi. Tous les deux ont essayé de jouer des coudes au niveau du troisième round, littéralement. Le coin de Costa avait donné des bons conseils, continue ce que tu faisais, garde les distances, des bons jabs, mais Costa n'arrivait pas, ils avaient déjà dit ça entre le premier et le deuxième round, Costa n'arrivait pas à garder les distances. Chaque fois, Rodriguez arrive très bien à rompre. J'ai pas grand chose à noter là-dessus, c'était vraiment de ce que j'attendais. Très très maladroit, je trouve, Rodriguez debout, il était pas du tout à l'aise. Moi qui le voyais comme un combattant bien plus technique que ça, partir coller son adversaire contre la cage, que ce soit au contact ou même en clinch, littéralement. Alors c'était dur d'amener Costa au sol au début, après il arrivait très bien, mais Costa j'ai l'impression qu'il se défendait pas trop contre ses amenés au sol non plus, donc décevant de son côté. Au sol, Costa n'a pas proposé grand chose. Ce qui était très intéressant des deux côtés, c'est le fait qu'il soit capable de renverser l'adversaire, donc ça a sweepé, c'était, il y a des reversals, et c'était rigolo à voir, mais c'était sans, il n'y a pas d'objectif derrière, ça donnait rien, ça n'amenait à rien, et ça c'était bien triste, vraiment au niveau de ce combat, j'étais déçu. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le temps, et je pense aussi, alors je sais pas, non c'est pas forcément l'UFC, je vais pas faire une généralité, laisser aux combattants le temps de se préparer au combat, je pense que 3 mois entre chaque combat c'est bien, pour qu'ils arrivent vraiment en forme et qu'ils livrent une bonne prestation, un bon spectacle en général, je trouve ça plus intéressant déjà pour nous aussi en tant que spectateurs, et aussi effectivement pour les combattants. On passe à Medina contre Gauthier, donc voilà un des combats où effectivement on s'attendait à ce que Gauthier envoie un KO premier round, malgré la légendaire ténacité et le menton légendaire de Medina. Gauthier, là il m'a impressionné. J'étais pas sûr de ce qu'il allait pouvoir montrer vraiment à l'UFC, et là, quelle bête, quel monstre, pour des bons leg kicks, distance ok, des entrées très vives, mais alors par contre ça restait des entrées en ligne, très bons crochets en contre, des très bons kicks, vraiment high kick, des bonnes longues combinaisons. Il rajoutait des genoux à droite à gauche, c'est-à-dire que c'est pas juste en clinch, il pouvait vraiment rajouter des genoux quand il le voulait, des bons crochets, cross jab, vraiment c'était intéressant. Il cherchait en plus l'uppercut en fin de course,
des jabs en contre-entrée, vraiment debout pour un bon panel, vraiment de bonne toolbox. En plus, bien maîtrisé, quoi. C'est pas, y a pas de, comment dire ça. C'était pas pâteau, c'était pas, je sais pas trop, pas maladroit, pas, non, vraiment techniquement, c'était propre. Gros crochet du gauche également. Il rentre, il envoie un gros crochet du gauche. Vraiment, il trouvait bien, c'était précis, il connectait bien, il passait très bien par derrière la garde, il passait vraiment, il maîtrisait tout, tout son pied-point debout. Medina en face, oui, voilà, on savait qu'il allait encaisser, ça allait pas être folichon, on savait qu'on s'attendait à ce que Medina laisse passer l'orage du premier round et arrive deuxième, troisième round à reprendre le dessus. Parce qu'on a toujours des doutes sur le cardio de Gauthier. Là, on n'a pas vu forcément en un round. Il a tout donné et il s'était à fond, donc il n'y avait aucun signe de fatigue, mais c'était que le premier round. Medina, bon, à un moment, donc à force de se faire connecter, comme d'hab, il titube, tout ça, machin, mais en général, il tient le coup. Sauf que quand il se prend le genou de Gauthier, là, à la toute fin, là, Gauthier qui lui attrape la nuque et bam, qui lui plante le genou dans la gueule. Medina tombe net. C'est un KO, il n'y a pas de doute, même si Medina, voilà, 5 secondes plus tard, il se relève, il dit mais non, je peux tenir, on sait que tu peux tenir, te faire frapper pendant des siècles, mais là tu t'es pris un KO, faut l'accepter, je pense que tout le monde faut l'accepter. Voilà, donc pour ce combat, Gauthier, du coup, très prometteur, je vais le suivre de près, j'attends déjà de voir son prochain combat, de voir ce que ça pourra donner. Là on a encore des questions, forcément sur son niveau en grappling et son cardio. On espère avoir des réponses bientôt, mais surtout on espère le revoir combattre. Et bonne chance pour ses adversaires. Là vraiment c'était très intéressant. Et c'est la fin du coup de cette carte préliminaire. Pourquoi j'ai que 6 combats? Ouais, c'est ça. Donc fin de cette carte préliminaire. Très intéressante. Voilà, donc je vais poster bientôt le prochaines analyses pour toute la carte de l'UFC à l'Apex qui aura lieu le week-end prochain. Et au niveau des challenges, j'ai pas vu au niveau de toutes mes prédictions. Challenge pas dégueu. Donc voilà, on fera le point sûrement encore cette semaine.